Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait un amateur des bombes atomiques. Sans jamais rien avoir appris, c'était un vrai génie et son travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et quand il rentrait le soir, il nous racontait tout, il nous mettait en transe. Pour faire une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de l'art. La question du détonateur serait tout en un quart d'heure, c'est de serre qu'on écarte. Pour faire une bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication n'a que rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, alors j'y retourne immédiatement, il y va. Il travailla pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens mieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui planche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis même pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Y a quelque chose qui cloche là-dedans. Je retourne immédiatement, hop là. Bricolage. Tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il est reçu et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi petite. Mais ces deux sont tous centrés qui nous a enfermés en criant sur liestage. Quand la bombe a explosé, de tous ces enculés, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfle pas et joue à les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme on a mis conscience. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Mais la nation reconnaissante et lui immédiatement chef du gouvernement. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, nous recevons Tanguy Perron. Bonsoir. Et nous recevons... Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Alors nous recevons Tanguy pour parler d'un ami et en même temps d'un grand journaliste qui nous a quittés, qui s'appelle Marcel Tria. Marcel Tria, qui a, bon, certains le connaissent aussi parce qu'il a été aussi le fondateur de Lorraine Cœur d'Acier, la fameuse, une des premières radios libres, et puis documentariste, etc. Et malheureusement, il est décédé en 2020. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai invité Tanguy Perron pour parler de Marcel Tria. Alors, Tanguy Perron, tu es l'auteur, on va se tutoyer, hein, oui, bien sûr. On se connaît depuis un certain nombre d'années. Toi, tu connais aussi Radio Libertaire. Oui. Pas de problème. Donc, tu es l'auteur de la notice de Marcel Tria dans le Métron, oui. Dans le dictionnaire Métron, dictionnaire du mouvement ouvrier. Tu es aussi l'auteur d'un documentaire audiovisuel qui s'appelle Marcel Tria Portrait, qui a été tourné en 2008 à l'occasion de l'édition du livre DVD d'un document de Marcel Tria qui s'appelait Étranges étrangers. Et enfin, tu as été l'organisateur d'un hommage extraordinaire
de Marcel Tria, le 16 janvier, alors là c'est tout récent, à l'Atelier Varan, tout près de Radio Libertaire. Et tu as là présenté des extraits d'œuvres de Marcel Tria. Et il y avait là la présence aussi de ses parents, de ses amis, de tous ses soutiens. Et ça a été très très chaleureux. Alors, Tanguy, pourquoi tu as eu besoin d'organiser cet hommage? C'était une invitation des Ateliers Varan, à laquelle, bien sûr, j'ai répondu de manière positive. Et puis, effectivement, Marcel Tria était un camarade et un ami, et il était nécessaire à la fois de lui rendre hommage, et peut-être que je me situais à la bonne distance. J'étais bien sûr attristé par sa mort, mais les plus proches ne pouvaient pas encore témoigner. Moi, ce travail d'histoire avec une relative distance et beaucoup d'affection, donc la distance n'est que relative, je pouvais le mener. En fait, j'avais écrit la biographie de Marcel Tria pour le Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, du temps de son vivant. Et je lui avais soumise. Et il avait été très touché. Et en fait, à entrer dans le Métron, je me suis rendu compte, peut-être à ce moment-là, que c'était quelque chose d'important, en fait, pour beaucoup de protagonistes. Et donc, il y a des allers-retours. Au début, avec ma distance d'historien, je ne montrais pas les articles aux personnes sur lesquelles j'écrivais. Et puis, j'ai complètement changé. Et les gens ont le droit de regarder, de compléter. On n'est pas forcément d'accord. Mais je sais que cette biographie a été très touchée. Et ça faisait suite à beaucoup d'entretiens avec lui. Donc voilà, je connaissais depuis très longtemps, je l'ai beaucoup accompagné dans des salles de cinéma, beaucoup sollicité, voilà, on était devenus amis, et c'était nécessaire de répondre à cette invitation des Ateliers Varan, et en même temps je voulais que ce soit collectif, donc y était présent la famille, Catherine Dehaut qui était son ancienne compagne et sa monteuse, Julien Pornet, son fils, n'a pas pu venir, mais aussi des journalistes, des amis de Bagnolet, des camarades de la CGT, voilà, il y avait vraiment différents cercles. Les journalistes de la télévision. De la télévision, moins, mais certains auraient aimé être là, parce qu'il a quand même laissé une empreinte très forte. Sa liberté de ton a marqué des jeunes générations de journalistes qui sont formés. Il leur a indiqué de ne pas plier l'échine, et ils étaient très admiratifs de cette liberté. Donc je pense qu'il y a une sorte d'héritage Marcel Tria. Alors je ne sais pas s'il mais alors ce qui est un peu regrettable, c'est justement que la télévision ne lui ait pas rendu l'hommage auquel il pouvait prétendre. Oui, il y a eu quelques choses qui ont été faites de 5 minutes, mais la télévision a complètement changé contre lui. Enfin, même il y a un film très intéressant d'Yves Gaonard, qui n'est pas passé à la télévision d'ailleurs, qui s'appelle Voix Off, où on voit Marcel Tria à la fin de sa carrière avec amertume, parce qu'il se rappelait même du temps des années, même dans les années 80, où il y avait vraiment des comités de rédaction, où les journalistes de gauche, les journalistes de droite pouvaient s'engueuler, mais pouvaient débattre. Et en fait, il y a une verticalité est arrivée, où justement des oukas sont venus, et puis le temps de faire les choses sont beaucoup plus vite. Je veux dire que l'équipe des journalistes se réduit. Donc oui, il a vu un métier changer. Mais pour ceux qui se battent et qui s'accrochent de ce qui reste du service public, et ils ont raison à mon avis, il reste encore un modèle. Très bien, alors donc Tanguy Perron, là tu nous as bien introduit. Moi il faut que je dise quand même un mot de toi, parce que, tu viens de le dire, tu es historien, j'ai vu que tu avais suivi des cours de Marc Ferraud. Alors Marc Ferraud, c'est intéressant aussi, parce qu'il avait aussi une vue très intéressante, lui, de l'histoire. Et puis, tu as écrit plusieurs livres sur le cinéma. De nombreux livres. Alors d'abord, je donne quelques titres comme ça. Le cinéma en Bretagne, parce que je suppose que, comme tu es breton, ça t'intéressait aussi. Il y a un lien. Bon, faut pas un enfermement identitaire, mais il y a un lien. Alors après, j'ai vu que tu avais fait aussi un ouvrage intéressant à propos du Fond de l'air est rouge, le film de Chris Marker. Là, c'est un article commun avec Catherine Dehaut. Catherine Roudet. Catherine Roudet, pardon, excuse-moi, Catherine Roudet. Et puis, pratique du cinéma et lutte ouvrière en Seine-Saint-Denis. Là aussi, c'est un article. Un cinéma qui braille et qui gueule, un autre qui murmure, ou les voix militantes du off. Oui, ça c'était dans Vertigo. Vraiment, je suis en train de me rappeler ma bibliographie entière. Communisme et cinéma. Oui, celui-là, je l'avais oublié. Au sujet des grandes grèves de 1938 chez Citroën. Et puis alors là, je pense que c'est quand même un livre, puisque je l'ai vu. L'écran rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo, publié aux éditions de l'Atelier en 2018.
Voilà. En fait, là, tu as cité des articles, il y en a d'autres, et c'est marrant que tu aies retrouvé cela. Et comme livre, oui, il y a L'écran rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin Belmondo, qui est un livre collectif que je dirigeais sur l'implantation du syndicalisme dans les métiers du cinéma. Ce qui est très intéressant, et l'apport original syndical à une culture cinématographique via des films ou même le Festival de Cannes. Et donc j'avais été reçu à Radio Libertaire pour présenter ce livre d'ailleurs, avec Hugues Lenoir. Et auparavant, effectivement, j'avais publié Cinéma en Bretagne. Et puis il y a 2 livres DVD que j'avais sortis. Donc le premier que tu as parlé, c'était, enfin non, le deuxième. Le premier, c'était Le dos au mur, un film de Jean-Pierre Thorne que nous avons eu sur ce plateau voilà. Il y a 2 mois seulement, parce qu'il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque de Jean-Pierre Thorne, qui est un ami avec qui on a beaucoup travaillé. Et j'étais très fier de sortir ce livre autour de Jean-Pierre Thorne, donc et toujours, puisque tu parlais de Marc Ferraud, je me sers du cinéma à la fois comme pour pénétrer la société. Voilà, c'est pas forcément une histoire du cinéma, c'est histoire et cinéma, ce que Marc Ferraud avait inventé à l'école des études en sciences sociales, et dans un article assez fameux dans les Annales des 70. Donc je suis issu de cette école-là où le cinéma est dans la société, et le cinéma nous permet de pénétrer au sein de la société. Alors ça veut pas dire qu'il faut réduire le cinéma à des a priori extérieurs et l'écraser ou le lire comme un tract ou le sociologiser à outrance. Néanmoins, le cinéma est un tout. Ce n'est pas seulement des longs métrages de fiction ou des chefs-d'œuvre, ça peut être des documentaires, mais ça peut être aussi une réception, une production, une diffusion. Donc on prenait le cinéma dans cet ensemble, et il a beaucoup développé. Ça c'est un peu moins fructueux aujourd'hui. On a moins suivi sur ça, mais le film comme contre-analyse de société, ce que disait Marc Ferraud des 70. Et dans ma pratique, il y a peut-être des lambeaux de ça, parce que je m'intéresse beaucoup au cinéma militant, au cinéma qui braille et qui braille et qui gueule, à ses fulgurances comme à ses impasses. Voilà, donc je suis... Et dans le cadre de mon travail, de mon association Périphérie, j'avais sorti ce premier livre DVD autour du livre de Jean-Pierre Thorne, du film de Jean-Pierre Thorne, mais ça même... Je parlais du film, je parlais de Jean-Pierre Thorne, et je parlais de la classe ouvrière en banlieue en 79 à Saint-Ouen, et d'un moment de cette classe ouvrière et d'une grève qui est perdue. Et je m'interrogeais sur la notion de grève perdue. Après, il y a eu Étranger de Marcel Tria. Donc voilà, et à chaque fois, je demandais à d'autres historiens comme Nicolas Tzfeld ou comme des cinéastes comme Bruno Muel de participer à ces ouvrages. Donc voilà, j'ai une pratique collective d'un cinéma collectif, ce qui est normal. Alors aujourd'hui, tu es à l'association du Périphérie. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, cette association, qu'est-ce que ça représente ? Moi, ça fait très très longtemps que j'y travaille. Et elle aide le cinéma en Seine-Saint-Denis. Et en son sein, je suis chargé du cinéma documentaire. Et jusqu'ici, j'ai pu développer tout un secteur de recherche lié à l'histoire sociale du département, la Seine-Saint-Denis, et plus largement à l'histoire du cinéma militant. Donc c'est pour ça que j'ai eu des contacts, et j'ai eu avec Yann Lemasson, Bruno Muel, tout ça. Je me suis parfois occupé de leurs archives, et je me dois de restituer mon savoir à la population du département, ce qui est passionnant. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les grèves, c'est pour ça aussi ou sur le logement des immigrés, sur les foyers, sur les bidonvilles, sur les grèves, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Jean-Pierre Thorne pour la grève à Saint-Ouen. Et puis par exemple là, dimanche prochain, je vais présenter à la Courneuve La vie est à nous, le film de Jean Renoir. Donc et j'y étais samedi dernier au Festival de Saint-Denis. Donc voilà, c'est assez vaste, c'est à la fois de la recherche et l'éducation populaire. Alors, puisqu'on va parler dans cette émission de Marcel Tria, on va l'écouter quand même. Bien sûr. Et justement, je vais profiter. J'ai piraté quelques-uns Tu as bien fait. d'extraits de ton film. Alors on va écouter déjà le premier extrait qui s'appelle, que j'ai surnommé Violence et guerre de 14. Alors on va voir ce qu'en disait Marcel Tria dans l'enregistrement de Tanguy Perron. Je me méfie du grand soir et parce que évidemment dans ma jeunesse il y avait un espèce de romantisme révolutionnaire, les souvenirs de la résistance étaient proches. Dans la réalité, lorsque j'ai vu par exemple ce que ça donne, une prise de pouvoir, les armes à la main, comme par exemple en Angola, où j'ai vu au moment où les gens du MPLA qui sortent du maquis prennent le pouvoir, et puis ce que ça donne un an plus tard, je me suis dit, c'est pas terrible quoi, parce que les gens qui ont combattu pendant des années les armes à la main, qui ont tout réglé à coups de flingue, le jour où ils prennent le pouvoir,
ils font pas dans le détail, quoi. Hein, la démocratie, ça fait perdre du temps. On a l'habitude de régler les problèmes d'une autre façon et on continue, quoi. Ton refus de la violence, est-ce que ça viendrait pas aussi du côté de l'expérience de ton père qui était combattant à la guerre 14-18 et qui du coup était socialiste et pacifiste? Oui, alors il est revenu de la guerre de 14 absolument dégoûté, ça c'est sûr. Il a vécu la guerre de 14 dans les tranchées, sous le feu de l'artillerie. Il était téléphoniste, donc il partait de l'arrière avec à 2 ou 3. Ils avaient des rouleaux de câbles qu'ils dévidaient tout doucement jusqu'aux premières lignes, de façon à ce que les gens des premières lignes puissent téléphoner à ceux de l'arrière pour leur dire attention les mecs, vous déconnez, là vous êtes en train de nous bombarder nous et pas les Allemands parce qu'on a bougé. Enfin bref, il y a besoin de communication. Et eux ils faisaient ça sous les tirs de barrage. Et donc ils avaient un truc, nous racontait-il quand on était petit, c'est qu'ils pensaient que jamais 2 obus pouvaient tomber dans le même trou. Statistiquement, il s'était mis ça en tête. Donc, quand ça a commencé à canarder vraiment, il sautait toujours dans le dernier trou d'obus. Et c'est peut-être à ça qu'il doit d'en être revenu, je ne sais pas, mais enfin, tu imagines un peu qu'au milieu des bras et les jambes, les crânes, les corps, enfin, dans la boue, dans la chair, dans le sang, enfin, c'est abominable ce que ce type a vécu à 19 ans, quoi. Moi, j'y pensais quand mon fils avait 19 ans, mais c'est abominable ce qu'ils ont vécu. Alors, c'est sûr qu'il est revenu de là complètement dégoûté, à tel point qu'il s'est marié quelque temps après, et il a refusé d'avoir des enfants. Il a tenu 11 ans. Pas de chair à canon. Il y avait vraiment un courant à ce moment-là, hein, dans une partie de la jeunesse qui avait vécu la guerre de 14. Bon, et puis finalement, la vie a été la plus forte. Mais ça ne voulait pas dire qu'il ne pensait pas qu'il fallait se battre dans toutes les situations, puisque lorsque la deuxième guerre est arrivée, il est devenu résistant. Donc mon père ne refusait pas le combat, pour autant. Mais il avait cette vision des choses, c'est un jaurétien, quoi. Hein. Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Et c'est pas pour autant qu'on s'incline quand les fascistes envahissent le pays. Là, faut se battre. Et la ferme dans laquelle je suis né était, comment on peut dire, une niche à résistants. Il y a plusieurs groupes qui venaient avec leur traction avant, planquer des armes, se nourrir, faire du téléphone avec l'ombre. Il y avait un réservoir d'essence dans le jardin. Bon, ils étaient là presque tous les jours, quoi. Hein. C'est pour ça que je dis c'était mes cow-boys, quoi. J'ai des souvenirs de ces grands types, des gens très jeunes, 18, 20 ans, qui faisaient des coups incroyables, qui avaient un côté un peu Robin des Bois, quoi. Et qui y sont tous passés pratiquement. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire et nous sommes aujourd'hui en présence de Tanguy Péron, historien, et vous venez d'entendre la voix de Marcel Tria, journaliste, dont Tanguy Péron a écrit la notice dans le dictionnaire, disons, du Métron, dictionnaire du mouvement ouvrier français, et justement, dans le chapeau de Marcel Tria, comme on dit dans le dictionnaire, il y a Marcel Tria, alors il y a toutes ces autres prénoms, né le 4 avril 1940 à Cessiné-Parisé, dans l'Isère, pas loin de Grenoble, et mort le 18 septembre 2020. Journaliste et documentaliste, militant du Parti communiste, puis partisan du Front de gauche et surtout syndiqué CGT. Et il est noté, donc, après l'école normale, Marcel Tria entama des études de lettres à Lyon, puis à Grenoble, et il adhéra à l'UNEF. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un moment où Marcel Tria, tout en étant étudiant, militait beaucoup contre la guerre d'Algérie.
Et ça, je crois que ça l'a marqué toute sa vie, je crois, Tanguy. Oui, alors quand j'ai écrit sa biographie, je me suis rendu compte, mais c'était comme un roman du 19e siècle, et c'est suffisamment banal, mais il faut le rappeler, c'est l'importance des guerres, quoi. Comment les guerres ont marqué un pays, ont marqué une histoire, ont marqué des familles. Son père a fait la guerre 14-18, il en parle très bien, un jeune homme traumatisé, et c'est toujours des récits familiaux. Excusez-moi pour cette anecdote personnelle, mais moi qui venais de Bretagne, comme vous l'avez remarqué, j'ai un arrière-grand-père qui est mort à Verdun, son frère aussi, l'autre arrière-grand-père a perdu ses jambes, voilà, donc c'était effectivement le terme de boucherie, même s'il est beaucoup hésité, n'est pas inadéquate. Donc cette première guerre mondiale a marqué énormément toute l'histoire du XXe siècle et a marqué Marcel Tria, et a marqué le père de Marcel Tria qui se refuse à faire des enfants. Donc, et ça c'est aussi une tradition qui renvoie à une tradition libertaire de l'avant 14, hein, des groupes néo-malthusiens, de ceux qui pratiquaient la vasectomie, en sachant néanmoins qu'après 14, dans les années 20, la répression est beaucoup plus grande, puisqu'on manque de bras, et justement là, d'enfants d'abord, pour faire des bras, et du coup, les pratiques favorables à la contraception sont beaucoup plus réprimées qu'avant 1914. La loi n'est pas toujours, va de progrès en progrès, il peut y avoir des moments de régression. La loi de 1920. Oui, c'est important à savoir. Et du coup, mais Marcel est quand même né, dit-il. Donc il n'y a pas eu de vasectomie de la part de son père, mais il a dit quand il a débarrassé la ferme familiale, il a trouvé des drôles d'engins pour des lavements et tout ça, voilà, où ils essayaient, où ils bricolaient, la contraception et encore moins l'avortement, l'ego n'existait pas, donc voilà. Donc il a été marqué par la guerre 14 vraiment de manière très très personnelle, puis par la Seconde Guerre mondiale, comme il le dit très bien. Et d'ailleurs le type d'engagement de son père est assez intéressant, je le connais pas assez, mais on sait hélas que dans l'histoire de France des années 30, certains pacifistes, leur ultra-pacifisme a amené certains à la collaboration. C'est pas le cas de tous en fait, loin de là, et même certains pacifistes qui se refusaient à porter les armes ont quand même résisté, ce qui est intéressant. La résistance n'est pas qu'une résistance armée. Son père a accueilli des résistants et prenait énormément de risques. Je ne sais pas si c'est battu physiquement avec des armes, je pense pas, mais voilà, il y a des manières, ça fait penser aussi à Henri Alcan, qui est un grand opérateur, qui était pacifiste, socialiste et résistant. Donc voilà, on peut, selon les circonstances et selon sa propre morale, s'accommoder. Et ce que dit toujours Marcel Tria, parce que Marcel Tria est toujours fasciné en fait par cette ambiance de maquis. Il a beaucoup vu, c'est ce qu'il disait d'ailleurs par rapport à l'Angola, et d'ailleurs il dit qu'il s'est planté plus tard, il voyait la résistance militaire en Angola à l'aune de son expérience de gamin qui était fasciné par les résistants. Et puis, excuse-moi d'avoir été si long, j'arrive à la guerre d'Algérie, lui sa grande expérience, c'est la guerre d'Algérie, mais nourrie de ses expériences antérieures. Et effectivement, il est à l'école normale de Grenoble, l'instituteur, et là c'est une ville très à gauche, avec une gauche grenobloise qu'il faudrait définir d'ailleurs, avec des spécificités. Ils sont au sein de l'EN non seulement opposants à la guerre 14, enfin à la guerre d'Algérie, pardon, opposants, il dénonce la torture, mais lui est aussi clairement tout de suite pour l'indépendance d'Algérie, ce qui n'était pas le cas de tous ses camarades, mais il l'est. Et ce qui est assez surprenant, il y a aussi une tradition de la gauche, peut-être du catholicisme, je ne sais pas. Il a perdu la foi à 14 ans. Sa sœur aînée l'incite quand même à aller à l'église, à la messe, pour écouter des discours pacifistes contre la guerre, parce qu'il y avait quelques curés qui tenaient des discours pacifistes contre la guerre, donc il y va, même s'il a perdu la foi. Donc voilà, c'est pour décrire un peu ce bain idéologique, et il disait lui-même dans cet entretien que effectivement ce sont des jeunes gens à l'école normale qui ont une espèce de force. On va l'écouter justement. Qu'il n'y a pas un lien entre l'engagement de ton père traumatisé par la guerre 14, résistant, mais qui ne porte pas les armes, et toi communiste et qui ne croit pas au grand soir? Oui, peut-être. Alors, il y a aussi le fait que quand j'étais jeune et que je me suis engagé au parti, lui qui avait été longtemps pour l'union, l'unité d'action entre les socialistes et les communistes, c'est vrai que à un moment, il essayait de me montrer que le communiste à la russe, quoi. Les idées de départ étaient peut-être très belles, mais l'application n'était pas terrible, quoi. Donc il me mettait en garde un peu contre cette façon de faire la révolution. Mais bon, comme beaucoup, il cherchait un peu, il savait pas chercher la bonne voie. Et c'était très compliqué parce qu'il y avait la situation en France aussi, hein, avec des socialistes qui peu à peu sont alliés avec la droite, et puis il y a la guerre d'Algérie qui arrive et qui prime tout, quoi. Moi, quand
quand j'ai 16 ans, 15-16 ans, je commence à m'intéresser à la politique. Mes copains et moi, c'est impensable de devenir socialiste, alors que c'était plutôt ça ma famille normale, quoi. Hein. Mon grand-père était un électeur socialiste, mon père, mais être socialiste, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, c'est impensable. C'était presque pire que d'être de droite. Voter pour Guy Mollet, pour Lacoste, l'organisateur de la torture en Algérie, Max Lejeune, c'est impensable. On les vomissait. C'est l'horreur pour nous. Alors qu'est-ce qu'on pouvait être? Communiste ou la petite gauche. Moi j'avais plein de copains qui appartenaient à ce qu'on appelle la petite gauche. Des gens qui suivaient des gens comme Vidal-Naquet, que j'admirais moi aussi beaucoup. Hein. Et puis les communistes à Grenoble étaient tellement forts. J'étais élève à l'école normale d'instituteur. 80% de l'école normale était adhérée au PC. Quand il y avait des manifs contre la guerre d'Algérie, on était censé être pensionnaire, sans avoir le droit de sortir, quoi, sauf les jours de congé, quoi. Mais on ouvrait en grand le portail de l'école normale d'Astit, et toute l'école normale sortait à pied, en vélomoteur. Où allez-vous criait le malheureux directeur, qui était un très brave homme. On va à la manif. Donc c'est dans ce climat-là, moi, que j'ai commencé à faire de la politique. Et bon, j'hésitais, hein, pendant un temps, mais j'étais emporté parce que ces communistes que j'ai connus, avec qui j'ai commencé à militer, étaient extrêmement sympathiques. Ils le sont toujours, il y en a plein qui sont restés des amis. Les militants que j'ai connus à Grenoble étaient des gens, souvent, que j'admirais. Alors certains étaient très sectaires, mais d'autres pas. Il y avait des gens très ouverts. Il y avait plusieurs traditions, les traditions chrétiennes de gauche, etc. Et les étudiants, les gens de l'école normale qui étaient des promotions précédentes, qui nous influençaient beaucoup, étaient des gens formidables, quoi, des marrants. On avait, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'il y avait un courant très anard, quoi. On était, en gros, contre l'autorité, avant tout. Et on se posait pas trop de questions. Alors évidemment, il y a plein de trucs qui nous sont tombés dessus très vite, hein, parce qu'en 56, il y a la Hongrie et il y a Budapest. Ça, c'est dur à avaler. Ça, c'est vraiment dur à avaler. Je m'en souviens très bien. J'ai bien suivi ça et ça me plaisait pas. Mais en même temps, il y avait Suez, en même temps, il y avait la guerre d'Algérie, et ça nous concernait directement. Donc c'est ça qui primait, quoi. L'état d'esprit qui régnait en France était détestable. Là, il y a eu une énorme vague de racisme anti-arabe, quoi, anti-algérien. C'est les ratons, on disait. Vous voyez, quand j'étais jeune, je trouvais ça, avec mes copains, on trouvait ça insupportable, quoi. Ces termes utilisés pour désigner les Algériens. Et ce qu'on comprenait pas, justement, c'est que certains, d'où un conflit que j'ai eu avec mon père, vieillissant, malade, etc. Mais on leur disait, mais vous avez fait la résistance contre l'envahisseur. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, nous, en Algérie, que d'envahir un autre pays et lui imposer notre loi? Et est-ce que les résistants algériens ne font pas exactement ce que vous avez fait, vous? Vous aussi, on vous traitait de terroriste. Et ça, on ne comprenait pas, quoi. Et quand tu disais ça à ton père? Eh ben, au moment très difficile, ou vers la fin de sa vie, où on s'est plus compris, quoi. Il avait vraiment dérapé, quoi. Il me tenait un discours patriote, quoi. Voilà. C'est, d'une part, je me souviens d'une expression qui m'avait vraiment profondément blessé. Vous n'avez pas de couilles au cul. Vous défendez pas votre pays, vous êtes contre votre pays. Et c'était pas lui qui pensait ça. Je veux dire, à un moment, il a plus eu la force et il s'est laissé bourrer le crâne, quoi. Et là, c'est vrai que le dialogue était très difficile et que heureusement, il y avait ma mère qui, elle, pensait que j'avais raison et aimait son mari. Elle essayait d'empêcher qu'on puisse plus se parler, quoi. Et c'est vrai que ça a été une période très difficile. Il a fallu attendre que mon père soit vraiment sur son lit de mort pratiquement pour que un jour on se reparle vraiment, quoi. Parce qu'on se parlait quand même, mais
qu'on parle de ça. Et disons qu'il me laisse entendre, je sais plus comment il me l'a dit, mais en gros, bon, ouais, je crois que t'as raison, mais t'es un petit con, m'oblige pas à le reconnaître. Alors, Tanguy, donc Marcel Tria nous a parlé là encore de son père, de la guerre d'Algérie, de ses manifestations contre la guerre d'Algérie. Il en a fait aussi de ses manifestations à Lyon, avec ma femme, Nicole Pélestor, à l'époque, elle s'appelait comme ça. Et ils étaient assez nombreux, dès qu'il y avait une manifestation, tous les étudiants, parce qu'il était en classe de Cagne et Hippocagne, après avoir fait ses études d'instituteur donc à Grenoble. Alors, donc, il raconte, tu écris, donc, encore dans le Métron, c'est dans la ferme familiale qu'il entra pour la première fois en contact avec une équipe de télévision. Alors, comment ça s'est passé ? Oui, alors là aussi, c'est marrant, c'est cet hommage qu'on a rendu collectivement à Varan, aux ateliers Varan à Marcel Tria. J'ai voulu intégrer une histoire de la télévision aussi, qui est mal connue et souvent dénigrée en fait. La télévision, on connaît beaucoup ou pas, mais l'importance des manipulations, la censure, ça l'a beaucoup marqué. Hein. D'ailleurs, quand il dit la rupture ou la tension avec son père, il dit à un moment c'était pas lui, où il parle du bourrage de crâne. Et vraiment, ça va le former en tant que journaliste, quoi. L'importance de la guerre dans le mensonge. Comment et il le verra pendant la guerre du Golfe, on en parlera peut-être aussi. Comment le mensonge comment la guerre peut répandre le mensonge ou en tout cas les manipulations de masse. Oui, et ta question était et justement, quand son premier contact avec la télévision, c'est dans la ferme. Oui, c'est ça. Donc il ne faut pas réduire la télévision à l'histoire de la censure, en fin de compte, parce qu'il y a la télévision française a aussi été un moment d'expérimentation et un moment et de recherche. Il s'adressait au peuple de France, en fait. Il participait à la construction d'une image du peuple de France. C'est ce que voulait le général de Gaulle, justement. Et à son éducation. Mais autant ils avaient la main mise sur l'information, surtout ce qui touche à l'étranger ou à la classe ouvrière, mais en fin de compte, il y avait beaucoup d'éducateurs, de gens de gauche, de gens qui venaient de l'enseignement. Beaucoup de réalisateurs. Les réalisateurs étaient beaucoup à gauche. Voilà, et en particulier beaucoup de communistes et qui ont écrit très belle page de l'histoire de la télévision. Et ça, c'est assez peu connu, en fait. Il faut rendre hommage à Marcel Bluval. Enfin, il y a beaucoup de grands noms de la télévision qui étaient à la fois des grands cinéastes, on peut le dire, et des grands humanistes. En fait, ils étaient assez libres, en fait, au sein de ces télévisions. À partir du moment où ils ne touchaient pas le journal de 20h, ils étaient libres. Ils n'avaient pas leur direction communiste dans les pattes, puisque voilà, il les laissait faire. Il considérait peut-être que la télévision était moins importante que le cinéma, des choses comme ça, et la direction les laissait tranquilles jusqu'à un certain point. Alors étant assistant à l'époque, je peux en témoigner, puisque nous étions très méprisés par les gens du cinéma. Voilà. Mais par contre, on savait ce qu'on pouvait faire ou pas faire. C'était assez clair, mais on essayait de contourner. Et donc, comme il y avait beaucoup effectivement de gens de la CGT, etc., de gens engagés, on arrivait à faire passer des sujets intéressants. Et Marcel l'a fait aussi. Et du coup, voilà. Et donc là, il était que sujet de cette première rencontre de la télévision. Était sujet. Et d'ailleurs, c'était pas lui le sujet principal. C'était pour 5 colonnes à la une. Et en fait, le sujet, c'était l'expérience un peu surprenante, un peu nouvelle. C'est-à-dire que la ferme familiale était reprise non par le fils cadet, Marcel, mais par la sœur aînée, Marthe. Et en fait, voilà. Donc, l'équipe de télévision a tourné. Et Marcel était très intéressé. Et le courant est passé, en fait. Et une fois qu'il est eu remonté à Paris pour une réunion politique, et lui, il voulait travailler dans la presse. Son journal Libération, le premier Libération, avait fermé. Donc, il allait voir les gens de la télévision qui lui ont demandé, il leur a demandé s'il pouvait, en fin de compte, pas travailler avec eux. Et tout de suite, il a été embauché, époque bénie. Il a été testé pour faire un entretien. Et il a eu de la chance, si l'on peut dire, c'est qu'on lui a demandé de faire un entretien d'un journalier agricole. Et le monde agricole, il le connaissait. Il est issu du monde paysan. Et puis, il y avait ses qualités d'écoute qu'on trouvera tout le long de sa carrière. Donc, il est rentré assez facilement au sein de la télévision, il s'est fait remarquer, il s'est assez vite rendu compte malgré tout du pouvoir de la censure, mais c'est là qu'il s'est formé professionnellement. Alors justement, puisque c'est Pierre Desgropes qui l'avait repéré et qui lui a mis le pied à l'étrier, si on peut dire, à la télévision, on va écouter un extrait justement de ce que raconte Marcel Tria à France 2, qui est donc un extrait où il rentre à 5 colonnes à la une. On précise que 5 colonnes à la une était l'une des émissions les plus importantes de la télévision, très suivie, et donc dont s'occupait Pierre Desgropes notamment. Alors on va écouter ce que raconte justement Marcel Tria sur une grève intéressante. À Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire. En 67. Il y avait une sorte d'îlot de semi-liberté, je dirais. C'était 5 colonnes à la une.
Les femmes aussi, Le Monde en 40 minutes, un certain nombre d'émissions qui tournaient autour. Des hommes et des femmes comme Lazarev, des groupes, du Maillet, Barrère, Laloux, Eliane Victor, etc., utilisant le talent de grands réalisateurs, les mêmes dont on parlait tout à l'heure, et de journalistes, de quelques journalistes indépendants. Des gens qui avaient un gros problème. Tant qu'ils montraient les turpitudes du monde, on leur laissait une paix royale. Sauf exception, il y a aussi des exceptions. Mais enfin, en gros, dès qu'ils touchaient à la société française, c'était le branle-bas de combat. J'ai vu par exemple, à l'époque, des ministres en personne dans les salles de projection et dans les salles de montage, dire ce qu'il fallait prendre et ce qu'il fallait couper. Le pire, c'était les sous-fifres. Alors il y avait une officine qui s'appelait le SLI, le service de liaison interministérielle. Et c'était une véritable commission de censure, des ronds de cuir qui avaient autorité sur la plus haute hiérarchie de la télévision. Étienne Laloux et Igor Barrère m'avaient raconté, par exemple, alors que je débutais, ça s'était passé un an avant, dans les années, début des années 60, ils avaient réalisé pour une série qui s'appelait Faire face. Une grande enquête sur le Parti communiste français. C'est la première fois que ça se faisait à la télé. C'était une émission d'1h30, quelque chose comme ça, toute une soirée. L'émission pratiquement terminée, les autorités évidemment demandent à la voir. J'imagine qu'il y avait la direction de la télé, le SLI et compagnie. Et ça se passe pas très bien. Et le lendemain, quand ils reviennent dans leur salle de montage, tout a disparu. De ces 3 mois de travail qui auraient sûrement beaucoup intéressé les historiens d'aujourd'hui ou de l'avenir, il ne reste pas un mètre de pellicule. Tout a été détruit. Alors c'est dans ce contexte qu'éclate en avril 67 la grande grève des mensuels des chantiers de l'Atlantique et de Sud Aviation à Saint-Nazaire. Le journal télévisé suit l'affaire à sa façon de l'époque. À Saint-Colonne, on commence à piaffer d'impatience, on sent que cette grève ne ressemble pas aux autres, qu'elle a une autre dimension et que bon, on a bien envie d'aller voir ce qui se passe. Et les producteurs, eux, des groupes du Maillet et compagnie, résistent. Ils savent qu'on toucherait là au précaré ultra sensible qui leur est interdit. Et puis finalement, un peu peut-être pour se débarrasser du jeune emmerdeur que je devais être à l'époque, ils nous envoient à Saint-Nazaire le réalisateur Hubert Knapp et moi. Mais avec une consigne précise, vous ne traitez pas le conflit lui-même. Votre sujet, c'est l'ambiance du 1er mai dans une ville ouvrière, les muguets, etc., bon, il se trouve qu'il y a une grève, mais on veut pas du social, on veut de l'atmosphère, de l'humain. C'était plutôt malin, mais pas assez, vous allez voir. Alors nous voilà partis donc le 30 avril, juste à temps pour filmer le retour des délégués à la gare de Saint-Nazaire, le 30 avril au soir. La grève se terminait par une victoire extraordinaire, dans un climat d'unité exceptionnel. Pour de l'ambiance, il y avait de l'ambiance le 1er mai à Saint-Nazaire, c'est-à-dire le lendemain. Alors bon, on raconte tout ça, et puis on revient à Paris, on monte jour et nuit pour être prêt le vendredi suivant, c'est peut-être 2 ou 3 jours après, et Saint-Colonne passait le vendredi soir, et puis le vendredi matin, on est convoqué à une projection. Alors, étaient présents les 4 producteurs de Saint-Colonne à la une, Knapp et moi, le monteur, et puis Claude Contamine, le directeur de la télévision, qu'on va retrouver plus tard, et puis un inconnu. Un certain Forestier, je me suis souvenu de son nom alors que ça doit dater. 67, ça fait combien? Ça fait 25 ans, combien? Je sais plus. Plus? Ça fait 33 ans. 33 ans. 33 ans. Forestier. Représentant du SLI. Alors ce qu'il voit, c'est à peu près ce que vous allez voir, un montage qui n'est pas fignolé, qui n'est pas terminé, qui n'est pas... bon, c'est pas encore tout à fait... C'est une espèce d'ours, comme on dit. Pas de commentaires, on n'avait pas eu le temps de l'enregistrer, mais bon, pendant la projection, on donnait les informations nécessaires à la volée pour qu'on comprenne de quoi il s'agissait. Et puis on sentait dans le noir l'homme du SLI qui s'agitait. Et puis à la fin de la projection, les lumières s'allument et il se met littéralement à rugir. C'est du mauvais cinéma de 1936. Alors là, Pierre Desgroupes aussitôt réplique: Monsieur, vous êtes là pour dire si c'est de la bonne ou de la mauvaise politique. Quant à savoir si c'est du bon ou du mauvais cinéma, c'est à nous de le dire. Malheureusement, la suite est sans surprise. Claude Contamine, le directeur de la télé, vole au secours du préposé à la censure et nous sommes priés de rembobiner nos bobineaux. Et
j'ai pu heureusement, bon je me méfie un peu, récupérer la bande, enregistrer en douce le commentaire et mettre à gauche ce reportage en me disant que bon bah peut-être qu'un jour ça intéressera les historiens. Et d'ailleurs ça a servi une fois lorsque Chris Marker a réalisé un film que je vous recommande si vous l'avez pas vu, qui s'appelle Le fond de l'air est rouge. Il avait demandé à tout le monde, et il nous avait tous dit tout ce que vous avez qui n'a jamais pu être utilisé, vous me le filez. Les trucs censurés, les chutes, etc. Vous me donnez tout. C'est ce qu'il a fait. Et là, il a fait déjà un travail d'historien. Ce qui fait que dans Le fond de l'air est rouge, il y a des extraits de ce film. Ensuite, Knapp l'avait récupéré pour classer un peu tout ce qu'il avait fait. Malheureusement, il est tombé malade, il est mort. Et ce film avait disparu. Et puis, il y a quelques temps, il y a, je sais pas, 2 ans, les gens de Saint-Nazaire ont commencé à m'appeler, à me dire mais donc vous aviez fait il y a plus de 30 ans un film sur une grève très importante pour nous, est-ce qu'on ne pourrait pas le voir? Alors du coup moi je me suis déclenché, je suis allé voir la veuve d'Hubert Knapp et puis on a fini par le retrouver et un soir je suis allé à Saint-Nazaire, on a revu ça avec tous les anciens de l'époque, enfin ceux qui étaient toujours vivants, et c'était assez émouvant. Alors vous venez d'entendre donc encore la voix de Marcel Tria, ce journaliste qui travaillait à Saint-Colonne-à-la-Une, donc ça s'appelait à l'époque Antenne 2, et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Tanguy Perron, qui a rendu un hommage justement à Marcel Tria, un très bel hommage le 16 janvier à l'Atelier Varan. Et donc Tanguy Perron, les problèmes de Marcel Tria, il arrive à s'en sortir au moment avec Saint-Colonne-à-la-Une, mais par contre, arrive 1968, alors là c'est un problème pour Marcel Tria et aussi pour beaucoup de journalistes de la télévision. Comment ça se passe donc pour lui en 1968? Oui, il arrive à s'en sortir, mais néanmoins, il fait des belles choses. Mais là, il parle d'un sujet qui aurait pu être catastrophique et un peu douloureux, parce qu'il parle du 1er mai à Saint-Nazaire, qu'il réalise en 67, mais qui est complètement interdit. Il est complètement interdit, et il s'est rendu compte que non seulement l'interdiction pouvait amener à la destruction. C'est pour ça qu'il subtilise son propre film à la télévision. Ça, c'était déjà produit. Voilà, et qui garde une copie par derrière lui, qui m'avait confié à un moment, et puis ensuite qu'il a repris, qu'il a diffusé. Et heureusement qu'il a gardé et conservé ce film-là, parce que c'est un très beau témoignage sur une grève ouvrière en province 67, annonçant 68, parlant de l'unité ouvrière, ce qui était rare à Saint-Nazaire à cette époque-là, et puis qui marque toutes les sociabilités ouvrières qui permettent de tenir. Et c'est quelque chose de vraiment très émouvant. Et on voit un homme en particulier au bord des larmes qui montre comment il a tenu grâce au prêt financier de sa belle-sœur coiffeuse à Nantes. Il y a toujours des détails très émouvants et très précis chez Marcel Tria, très humain. Et justement, cette qualité d'écoute, de parole, de recueil, on le voit dans ce magnifique documentaire qui est toujours très très émouvant à voir. Donc ce film-là a été interdit mais sauvé. Et puis ensuite, comme beaucoup, Marcel Tria se lance dans la grève, et il est même très actif pour organiser la grève à la télévision, mais il a le tort, si l'on peut dire, d'être pigiste. Donc les journalistes commencent la grève un peu tardivement par rapport à l'ensemble de la moyenne des salariés et des étudiants, mais il la dure plus longtemps. Mais ils sont à découvert, si l'on peut dire, quoi. Ils durent jusqu'au mois de juillet, et là les sanctions sont lourdes. Donc des journalistes, c'est plusieurs dizaines de journalistes qui sont exclus, ou des contrats qui ne sont pas renouvelés. En fait, ça dépasse la centaine de journalistes. Alors, c'est mis au placard, comme on disait à l'époque. Mis au placard, interdit, sans contrat et tout ça. Mais là, on est dans la France de l'après 68, où les réseaux militants sont encore forts. Et en fait, Marcel Tria, ça sera une relative traversée du désert, parce qu'il va être très actif. Il est exclu de la télévision. Par quelques amis, il pourra de temps en temps encore refaire des piges, participer à certains films qui auront parfois aussi des problèmes avec la censure, mais il va participer à une coopérative qui s'appelle Scope Color, fondée par Roger Louis, et qui est un journaliste lui aussi exclu de la télévision. Lui est socialiste. Ils veulent faire des sujets qui ne passent pas à la télévision. Ils veulent faire entendre aussi Ma France de Jean Ferrat, qui est interdit à la télévision. Voilà, donc ils font différents sujets. Donc Marcel Tria est dans Scope Color. C'est dans ce cadre-là qu'il réalise Étranger, un des tout premiers
premier documentaire sur les conditions de vie et de logement des travailleurs immigrés en Seine-Saint-Denis. Et puis, parallèlement à Scope-Color, il écrit dans la presse, il participe au service propagande du Parti communiste. Enfin, il est très actif, en fait. Voilà, il participe aussi à des films de la CGT. Donc, les années 70, pour lui, vont être très, très fructueuses. Mais il disait, et je pense qu'il a raison, l'expérience la plus fructueuse pour eux, la plus bénéfique, qui veut laisser le plus de traces, c'est la création de Radio Lorraine Cœur d'Acier. Oui, alors on va y venir à Lorraine Cœur d'Acier, mais je voudrais aussi passer quelque chose, parce que ce que nous avons entendu, le précédent, c'était un enregistrement que j'avais fait justement aux rencontres de Valence qui s'appelait Histoire et télévision. C'était donc dans les années 2000, quand on commençait à parler de la guerre d'Algérie, ce qu'on a entendu précédemment. Mais ce qui est intéressant aussi, et que tu as présenté justement lors de ton hommage à Marcel Tria, et que tu l'as interrogé là-dessus, c'est sur le film Le Frein. Un film commandé par la CGT. Alors, on va peut-être écouter ce que nous dit justement Marcel Tria sur ce film Le Frein, parce que tu l'interroges là-dessus. Oui. C'est un film dont une commande. Et voilà ce que nous dit Marcel Tria sur ce film. 800 000 manifestants à Paris, 60 000 à Lyon, 25 000 à Nantes, Grenoble, Nancy, 30 000 au Mans, 50 000 à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, tandis que la grève générale paralyse le pays tout entier. Jamais depuis 10 ans, l'opposition populaire au régime gaulliste n'avait atteint une telle ampleur. Jamais depuis 10 ans, la classe ouvrière n'avait pu, comme aujourd'hui, mesurer sa puissance. Unité, ouvriers, étudiants, unité, ouvriers, étudiants, unité, ouvriers. Donc, le discours de ce film qui était une forme de réhabilitation de la CGT, de justification de ses positions, quoi, hein, son refus de l'aventure, disons, mais en même temps qui avait été à l'origine de la grande manif du 13 mai, qui a tout déclenché, et de cette immense grève ouvrière, montrer que le mai 68, c'était pas seulement ce qui s'était passé au quartier latin, qui était important, qui avait servi de détonateur, mais c'était quand même surtout une immense grève de 8 ou 9 millions de salariés, et c'est du jamais vu en France, et qu'on ne pouvait pas accepter que ce soit escamoté, ça. Ça, bon, je peux l'expliquer. Ce que j'ai du mal à expliquer, c'est de m'être laissé entraîner peu après dans l'aventure du Frein, qui était un film de combat anti-gauchiste, et ça c'est vraiment ce qu'il faut jamais faire, quoi. Quand on est cinéaste et qu'on a des opinions, qu'on est même militant, il faut jamais renoncer à son point de vue, à son propre regard. Jamais emprunter le regard de l'organisation, même quand on fait un film commandité par une organisation. Il y en a d'autres que je regrette pas d'avoir fait, des films militants à l'époque. Parce que j'ai gardé mon point de vue, je suis d'accord avec tout ce que j'ai dit dedans. Alors que là, j'étais plus moi-même, quoi. J'étais le porte-parole d'une période assez courte, d'ailleurs, d'anti-gauchisme un peu forcené d'une partie de la direction de la CGT. Je pense que je me suis laissé instrumentaliser. Et c'est un film, c'est à tel point que je l'avais occulté. Dans le milieu ouvrier, il doit pouvoir s'exprimer divers courants, bon, et si on n'est pas d'accord sur la tactique, on doit pouvoir le dire. Division, c'est ça que tu as. Hein, tu trouves qu'il n'a pas assez. Si on trouve que la tactique est pas valable, t'as besoin de le dire, mais t'as pas besoin d'attaquer les dirigeants des organisations syndicales qui dirigent la lutte des travailleurs. Où tu travailles. Tu comprends? Où tu travailles? Qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que t'as déjà fait, toi, dans ta vie, toi? Pour diriger le mouvement ouvrier, qu'est-ce que t'as déjà fait? Nous, on a nos preuves.
Tu comprends? Les camarades, il y a 15 ans, 20 ans qui militent. Ils ne vivent pas dans le nord de Caté pour aborder une théorie syndicale. Ça peut pas faire 15 ans que je milite, je suis trop jeune. Ah bah oui, tu sais même pas de quoi dont tu parles. Ah bah remarque que j'ai quand même 10 ans parce que j'ai été à l'UEC avant, tu connais l'UEC. Ah ouais, non mais ça je m'en fous ça. Moi je suis de la Dans quelle boîte tu as travaillé? Oh, ça m'est arrivé de travailler dans certaines boîtes. Ah oui, ça t'est arrivé. Non mais comme le gars, disons. Tu as vendu beaucoup ta force de travail? En deuxième page. non, pas tellement. Heureusement, très vite, on s'est rendu compte les uns et les autres qu'il fallait pas le diffuser. Et lorsque tu me l'as montré un jour, très longtemps après, et il n'y a pas si longtemps, j'étais accablé. Mais au point que j'en ai pas dormi. Pendant plusieurs semaines, ça me réveillait la nuit, je n'en dormais plus. J'étais hanté par ce film. Comment j'ai pu participer à un truc pareil? Parce que il y a des choses qui se défendent dans ce qui est dit. C'est la manière, quoi. C'est insupportable. Le film militant de ce type-là, c'est insupportable. Il faut jamais faire ça. Il faut rester soi-même. Et là, c'est de la propagande pure, quoi. Dans ce que ça a de pire. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Tanguy Perron, historien. Justement, sur ce film, comment tu as pu le retrouver? Comment tu as pu le lui projeter? Comment ça s'est passé? En fait, donc là, il parle du Frein ou la fleur carnivore, qui est un film de commande de la CGT en 70 pour dénoncer le gauchisme. Voilà. Mais j'avais vu c'est pour ça qu'il était très actif. En 68, 69, 70, la CGT, à partir d'une camionnette cinéma, diffuse 3 films étrangers, qui en grande partie dû à Marcel Tria, la CGT en mai 68, au film auquel il a collaboré, et c'est lui qui fait sa voix off, qui fait la voix off du film, pardon, et Le Frein ou La Fleur Carnivore. Donc ces films-là étaient dans le fond de la CGT aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, qui conservent tous ces films-là, et c'était très, très intéressant de les voir. Et Marcel Tria l'avait complètement oublié, parce que ce film-là a été réalisé à la va-vite en 70, et puis après la CGT a dit on a peut-être fait une connerie, et on va arrêter de le diffuser. Donc voilà. J'avais été mis sur la piste de ce film-là. Je crois pas que c'était par rapport à un inventaire. C'est peut-être par un inventaire au sein des archives départementales, mais aussi lors d'un stage de la CGT où des anciens ouvriers de la SNM, Société métallurgique normande de métallurgie, du côté de Caen, me disaient qu'ils aimaient bien passer ce film-là, non pas pour son propos, mais pour voir des anciens camarades qui avaient disparu et pour voir une usine qui avait disparu. Donc je vais voir ce film-là, je me précipite. Alors je vois effectivement le côté dogmatique, sectaire du film, et je reconnais pas mon Marcel. Mais en même temps, comme je suis historien, je sais que l'époque peut, l'engagement, la passion, le moment peut nous faire des conneries à tous. Et d'ailleurs, à un moment, j'avais écrit un petit article sur lui, et c'est James Baldwin qui disait ça, s'engager, c'est prendre le risque de se tromper aussi. Et du coup, je montre ça à Marcel, il a été complètement atterré, comme il le dit, mais il est vraiment tombé malade, quoi. Mais de tous les cinéastes que j'ai rencontrés, je crois que c'est à peu près le seul qui a eu autant d'humilité devant le document. Il n'a pas nié, il n'a pas nié la bêtise, il n'est pas parti dans des autojustifications inconsidérées, il dit non, j'ai fait une connerie. Et ensuite, il a essayé de réfléchir pourquoi. Et à un moment, dans l'entretien filmé, là, il a dit c'est aussi par excès de fidélité. Mais c'est grave, ça peut aller loin, dit-il. Et il a raison. Donc ça, j'aimais beaucoup cet humanisme, cette capacité d'autocritique serein, en fait, en même temps. Serein, même s'il en est tombé malade, de revoir ce film-là. Donc sa probité intellectuelle me plaît beaucoup, et ça permet de le définir aussi. Alors maintenant, on va parler quand même un peu de Lorraine Cœur d'Acier, parce que Lorraine Cœur d'Acier, c'était une grande aventure de Marcel Tria. Alors c'était une des premières radios libres, Lorraine Cœur d'Acier, justement une radio de la CGT. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette fameuse Lorraine Cœur d'Acier? Oui, alors c'est marrant, c'est une radio qui est célèbre et populaire de manière légitime, et il y a peut-être une déformation dans l'histoire de cette radio. Déjà, quand on avait redécouvert, toujours aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, tous les enregistrements, ce qui est exceptionnel. Et là encore, il faut rendre hommage à ce travail qui a été fait. Ce qui n'est pas le cas de toutes les radios libres de l'époque, en fait, où justement les enregistrements ont disparu sur des petites cassettes et tout ça. Est-ce que c'est une radio libre? En partie, oui. Mais c'est une radio qu'ils ont vraiment
ils ont fondé avec Dupont, son collègue, le concept de la radio. C'était encore interdit, à l'époque c'était une radio libre, ça voulait dire interdit. Voilà. C'est une radio interdite par l'État, ça c'est sûr. C'est une radio pirate. C'est une radio pirate et c'est une radio de lutte en même temps, sans que ce soit une radio de propagande. Et déjà là on est un peu perdu, parce que il y avait la tradition des radios libres, plutôt dans l'entourage anarchiste ou libertaire ou d'extrême gauche, où il y avait une libre parole. Cette radio-là, au départ, a eu des moyens, plus que beaucoup de petites radios, parce que la CGT a mis de l'argent vraiment important. Ils ont importé d'Italie de manière clandestine par les Alpes des relais importants, du bon matériel. Et au début, c'était une radio qui devait servir la lutte des sidérurgistes lorrains, et d'ailleurs qui avait été créée de manière quasiment éphémère pour préparer la marche des sidérurgistes lorrains. Alors justement, on va écouter ce qu'en dit Marcel Tria de cette radio, et comment ça s'est passé quand il est arrivé justement là-bas à Longwy, où a été installée cette radio-là. Voilà. Donc on est en 79, quelques temps auparavant, en mars 79, quelques temps auparavant, est tombé sur cette région un coup de massue terrible, la suppression de 15 000 emplois, je crois, quelque chose comme ça, et puis l'amorce de la liquidation de la sidérurgie. Et là, c'est la révolution, quoi. Longwy et la région, c'est la sidérurgie. Toute la population se révolte. Et on est en pleine période des radios libres. À un moment, les gens de la CGT de Longwy ont dit « Mais la CFDT a sa radio, on veut la nôtre. » Ils disent à la Confédé « Aidez-nous à avoir notre radio. Il va y avoir la grande marche des sidérurgistes sur Paris. Il faut qu'on prépare ça. On veut une radio. » Alors donc voilà, moi on me contacte, ainsi que Jacques Dupont, et puis un copain technicien, Von Rossum. Et voilà, on va à Longwy. On est reçu par l'union locale CGT. Et voilà, ils nous disent on veut notre radio. Alors on leur dit, il y a une première question. Quand on commence à diffuser, dans les 5 minutes ou le quart d'heure qui suit, les flics arrivent, ils cassent tout. Est-ce que vous êtes capable de protéger une radio qui est pignon sur rue? Parce que pour qu'une radio comme ça soit intéressante, il faut que les gens puissent venir librement, participer aux émissions en direct, et qu'ils puissent participer aussi par téléphone. Et qu'ils sachent où on est, et que ce soit un lieu de vie, quoi. Un lieu de rencontre, etc. Alors, est-ce que vous êtes capable de protéger un lieu pareil? Alors, ils n'ont même pas hésité. Ça, il n'y a aucun problème. Et effectivement, pendant 1 an et demi, ils avaient installé donc un petit studio dans les locaux de la mairie de Longwy-Haut, qui était désaffecté, et ils avaient mis l'antenne sur le clocher de l'église qui était juste à côté, avec l'accord du curé, bien sûr. Et on arrosait toute la région, quoi, hein, jusqu'à parfois plus de 50 km, parfois 100 km, ça dépendait. Hein. Alors on dit, bon, très bien. Alors la deuxième chose, vous avez bien dit que vous vouliez une radio libre. Bah oui. Alors une radio libre, c'est une radio libre. C'est-à-dire que la parole est libre. Alors, regardez un peu, c'est dur, hein. Militants CGT, beaucoup communistes, d'origine italienne souvent, immigrés, antifascistes de tradition, c'est dur à cuire, quoi. Hein. On dit, mais bon, ça veut dire quoi? Voilà, les autres ont la parole aussi. Bah quoi, les autres syndicats? Bah oui. Et les socialistes, bah évidemment. La droite, oui. Les gauchistes, bah oui. Aussi. Les patrons, oui. Les patrons, ça serait formidable si les patrons se sentaient obligés de venir s'expliquer dans cette radio. Vous êtes assez grand pour vous défendre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. C'est votre radio. Mais vous laissez la parole aux autres. Vous faites ce que vous reprochez aux autres radios officielles de ne pas faire. Et ce sera tout à votre honneur. Alors là, ils disent... on leur a dit, les seuls qu'on exclut d'emblée, c'est les fascistes. Fascistes et les racistes. Parce que ça, c'est pas une opinion. Mais à part ça, tout le monde peut s'exprimer. Faut qu'on cause, ils nous disent. Alors on sort avec Jacques Dupont, fumer 1 ou 2 clopes. 10 minutes après, on entendait ça discutait fort dans la pièce où ils étaient.
Puis au bout de 10 minutes, ils nous font rentrer, ils disent « Banco ». Et ils ont joué à ce jeu-là pendant 1 an et demi. Vous venez d'entendre à nouveau la voix de Marcel Tria qui nous a parlé donc de Lorraine Cœur d'Acier. Bon, on va pas pouvoir trop s'étendre sur Lorraine Cœur d'Acier parce qu'il y a de très bons films, il y a de très bons documents là-dessus. Et c'est un épisode plus connu en fait. Et c'est un épisode plus connu, voilà, c'est ça. Alors par contre, maintenant, je voudrais que en 1981, donc que la gauche arrive au pouvoir, Antenne 2 reprend du service, si on peut dire, avec la gauche. Et Pierre Desgroppes, président donc d'Antenne 2, demande aussi à Marcel Tria de venir. Alors il y avait un accord avec Parti Socialiste, Parti Communiste, on devait embaucher 4 journalistes communistes qui étaient bien répertoriés communistes. Mais Marcel Tria ne fait pas partie des 4. D'ailleurs, il ne se définit pas comme un journaliste communiste, il se définit comme un journaliste. Oui, et ça c'est sa fierté, et je pense qu'il a raison. En fait, il y a ces 4 noms qui sont négociés, et lui c'est un cinquième mousquetaire si on peut dire, mais normalement ils sont 3 et 4 et pas 4 et 5, où il est pris pour ses qualités rédactionnelles en fait, parce qu'on sait qu'il est que c'est un grand journaliste, qu'un grand portraitiste, on apprécie sa voix, son regard et tout ça. Donc il est le 5e si l'on peut dire, et très vite il va avec d'autres se servir de la télévision, essayer de créer une nouvelle télévision, et c'est pendant une parenthèse enchantée, une parenthèse qui sera assez brève, mais entre 81, 82, peut-être jusqu'en 83, il y aura effectivement des essais qui seront très intéressants au sein de cette télévision française, avant le tournant de la rigueur et avant une reprise en main. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, là, j'ai relevé ce qu'il dit dans un film de Jeanne Manjoulet au sujet de son arrivée, justement, dans cette télévision. Et il a des sujets qu'il a envie de passer, justement, d'abord parler du 17 octobre 61, et ensuite parler de Charonne. Alors, on va écouter ce qu'il dit là-dessus, d'ailleurs, sur justement la guerre d'Algérie qui l'a marqué, et il veut en reparler en 81, et il pense pouvoir le faire avec les socialistes. 17 octobre 1961, 20h30. Un étrange silence se fait dans Paris. 30 000 Algériens venus des bidonvilles surgissent soudain des bouches de métro et s'avancent sur les boulevards, sans un mot, sans un cri. Depuis le début d'octobre, le gouvernement Michel Debré a décrété le couvre-feu pour les Maghrébins. Chaque soir, à partir de 20h30, c'est la chasse aux faciès. Ce soir, le FLN a décidé de réagir. C'est la première fois depuis le début de la guerre, en 1954, que les Algériens prennent le risque de manifester ainsi dans les rues de Paris. Passé les premiers moments de stupeur, c'est tout de suite la répression. Quelques photos, quelques mètres de film, aucun son, c'est tout ce qu'il nous reste de cette nuit de violence organisée. Une nuit que les Français, pendant 20 ans, ont tout fait pour oublier. Comme en 1942, pour la grande rafle du Veldiv, les bus parisiens ont été mis à contribution. En quelques heures, ils ont transporté 11 538 prisonniers officiellement recensés vers le Palais des Sports et le Parc des Expositions, porte de Versailles. Ils y resteront 3 jours sans manger, croupissant dans leurs excréments. Quand Desgroppes m'a nommé chef du service société, il m'a embauché d'abord et immédiatement il m'a nommé chef du service société, alors que moi je lui avais dit je veux faire du reportage. Dès la seconde où j'ai été embauché au journal, je me suis dit le 17 octobre, là, je ferai un reportage sur le 17 octobre 61. Mais pour certains manifestants, c'est sur le pavé des boulevards que le voyage a pris fin. Il y avait là un quart de police. Le gardien s'est affolé, il a tiré. Et juste ici, à l'endroit où nous sommes, il y avait 3 cadavres d'Algériens. L'impression que j'en garde, moi, c'est que le peuple de Paris, ce soir-là, s'est transformé en indicateur de police, en auxiliaire de police. Il montrait du doigt, il disait là, monsieur l'agent, en désignant les Algériens qui allaient s'abriter dans des maisons. C'est ce jour-là qu'un mot nouveau a fait son apparition dans la langue française, ratonnade. Le reportage a fait un certain bruit, d'autant plus que, je me souviens, c'est Poivre d'Arvor qui était présentateur du journal télévisé. Il n'avait pas la réputation d'être un homme de gauche, il était giscardien.
Il a fait ça vachement bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je l'ai convaincu, quoi. Le reportage que j'ai, parce que c'est un vrai reportage que j'ai fait, j'ai retrouvé des témoins de l'époque, etc., qui avaient été balancés dans un canal, et j'ai utilisé des photos faites par de grands photographes, un certain Mattei. Enfin, j'ai retrouvé des témoins qui ont dit à quel point ça avait été une horreur absolue, quoi. Et je pense que je les ai convaincus. Les gens, comme Poivre d'Arvor, il a très très bien vendu, comme on dit, le reportage. D'abord, ils ont commencé à dire, on va les donner un coup de mitraillette. Quand on a descendu à la canal entre Saint-Denis et Gennevilliers. Et dans un blas squale noir, et très noir la nuit, il y avait 11h et soir. Bon, ils ont, après, l'autre, il a dit, non, il faut pas tirer le cartouche, il est compté. Après, ils ont jeté les vieux. D'abord, et après, nous, ils ont avancé encore les camionnettes dans le noir, ils ont jeté nous 5 dans l'eau. À l'Institut médico-légal, on a recensé 60 cadavres d'Algériens. Au conseil municipal de Paris, Claude Bourdet demande à Maurice Papon s'il est vrai que 50 Algériens ont été tués à la préfecture de police. Le préfet de police ne répond pas. D'après le FLN, il y a eu 200 morts et 400 disparus. D'après Roger Frey, ministre de l'Intérieur, 2 morts, 64 blessés. Le reportage s'était décidé et le jour venu, je l'ai fait moi-même. Je ne l'ai pas confié à quelqu'un d'autre, je l'ai fait moi-même. Et effectivement, c'est la première fois qu'à la télé, on parlait de cette horreur de cette façon-là. Parce que j'ai retrouvé des reportages qui avaient été faits à l'époque par le journal télévisé, que j'ai utilisé d'ailleurs dans mon reportage. C'est des images en noir et blanc. Et le journaliste de l'époque traitait cet événement comme s'il avait affaire à des bandits, quoi. Les Algériens étaient des espèces de bandits que heureusement on avait empêché de nuire, quoi. C'était absolument scandaleux, quoi. Absolument terrible. Et je me souviens que j'avais utilisé les images sans donner le nom du journaliste qui les avait commentées par Charité Chrétienne. Un vieux reste de Charité Chrétienne, parce que franchement, il s'en sortait pas avec les honneurs. C'était terrible, terrible. À l'Assemblée nationale, Claudius Petit, qui pourtant n'appartient pas à l'opposition de gauche, le prend violemment à partie. Par cette mesure d'un couvre-feu, on s'engageait dans une politique raciste, qui était du même ordre que la politique raciste que nous avons connue sous l'occupation. Alors, une chose vous frappe, et vous le dites dans votre intervention, c'est que la police a agi dans le calme. Et oui, parce qu'elle a agi dans le calme, dans le cadre d'une consigne, presque dans le cadre de quelque chose qui, on ne peut pas dire qui était couvert, mais qui était la conclusion fatale d'une décision malheureuse. Pour quelques tombes au cimetière musulman de Bobigny, combien de morts sans sépulture? Et moi, j'étais pas à Paris à l'époque. En 61, j'étais à Lyon, je crois, étudiant. Et ça m'avait absolument bouleversé, cette histoire des Algériens massacrés dans Paris, jetés à la Seine. Et il y avait 2 choses que je m'étais promis de faire. C'était l'anniversaire du 17 octobre 61. Puis, quelques mois plus tard, l'anniversaire de Charonne. Et se situe d'ailleurs en 62, le massacre de Charonne. Cette manifestation. Et c'est ce qu'on a fait. Pendant 20 ans, certains ont tout fait pour nous faire oublier cette bouche de métro. 20 ans après, on vient de le voir, les personnalités politiques directement impliquées dans l'affaire refusent de s'expliquer. La question de leur responsabilité reste donc posée.
Depuis le 10 mai, quelque chose a changé pourtant. Aujourd'hui, tout le monde parle enfin de Sharon. Et pour la première fois, on en parle aussi sur les ondes de la télévision française. Mais comment expliquer que le nouveau pouvoir, soutenu pourtant par ceux qui côtoyèrent les morts de Sharon, tarde tant à faire éclater la vérité? Comment expliquer que les policiers syndicalistes, indignés au moment des faits, ne souhaitent pas témoigner aujourd'hui? En refusant de faire toute la lumière sur les crimes commis ici le 8 février 1962 par une minorité de policiers obéissant à des ordres, couverts par leurs supérieurs hiérarchiques, ne risque-t-on pas de laisser rejaillir la faute sur l'ensemble de la police française? Il y a en tout cas depuis 20 ans des victimes qui méritent non pas leur revanche, mais simplement la justice et la vérité. Une étrange loi du silence semble protéger les grandes institutions, les grands corps de l'État. Mais les plaies que l'on cache ne guérissent pas. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre Marcel Tria, le journaliste Marcel Tria, qui nous a parlé justement de son activité à Antenne 2, peu après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et en définitive, Marcel Tria, donc j'interroge Tanguy Perron, Marcel Tria va se manifester encore à France 2, notamment pendant la guerre du Golfe. Oui, alors là, ce qui est vraiment exceptionnel dans ces deux moments, c'est que c'est un homme de fidélité et d'opiniâtreté. C'est-à-dire qu'il a été marqué par la guerre d'Algérie. Ça va le marquer toute sa vie et vraiment il va dénoncer le racisme. Je pense que c'est quelque chose qui le structure et le mensonge. Et en fait, quand il revient à la télévision enfin, après ses longues exclusions, en 81, les premiers sujets qu'il fait, et vous avez remarqué que ce sont des longs sujets, ça passe au journal de 20h et pendant, il prend le temps de parler pour la première fois à la télévision publique française des massacres d'octobre, puis de Sharon après. Et il va garder cette fidélité justement à cette mobilisation de tout instant contre le racisme, puis contre l'impérialisme, et en fait en gardant aussi une éthique du métier, dire contre les manipulations qu'on opère et que la guerre souvent amène à caricaturer. Et il est le seul journaliste occidental en 91 à dénoncer les manipulations à grande échelle de la guerre du Golfe par l'armée américaine en grande partie. Voilà, donc et ça il ne le supporte pas. Et il le fait deux fois. Il le fait au journal de 13h, puis le soir. Il en reparlera à la fin d'année et de manière très précise. Il montre les mécanismes de contrôle, de censure, puisque les Américains ont beaucoup appris de leurs défaites politiques, militaires et médiatiques, en particulier au Vietnam. Et c'est pour ça qu'ils veulent complètement cadenasser l'information de manière beaucoup plus efficace, si l'on peut dire, qu'avec une petite censure à l'ancienne. Alors, je précise que c'est la première guerre du Golfe. Oui. C'est celle de 1990. Donc, on va écouter justement ce que dit Marcel Tria, parce qu'il en a parlé aux rencontres de Valence, de ce qu'il a fait, enfin, pendant ce qui a été un vrai scandale à la télévision. Ça s'était jamais fait. On va écouter donc Marcel Tria. Puissance ici, une tentative de manipulation de l'information de très grande envergure, bien plus grave que celle de Timișoara. Une combine, un arrangement à l'amiable entre trois entités dont les intérêts sont convergents. D'une part, les autorités militaires américaines, qui veulent éviter à tout prix de connaître à nouveau leur mésaventure de la guerre du Vietnam, au cours de laquelle les images des horreurs de la guerre diffusées par toutes les chaînes de télévision avaient contribué à retourner l'opinion publique. À Riyad, ce sont les autorités militaires françaises qui tiennent sous tutelle les journalistes, en leur interdisant toute approche des zones sensibles, tout accès direct aux véritables sources d'information. Seule solution pour nous, continuer tant bien que mal à filmer cette guerre clandestinement. On était près d'un millier d'envoyés spéciaux à Dharan, en Arabie Saoudite. On était arrivé gonflé à bloc avec un attirail technique jamais vu depuis les débuts de la télévision. Jamais plus on ne se laisserait avoir comme à Timișoara, et les grosses ficelles de la propagande de Saddam Hussein nous faisaient sourire. Cet événement-là, on allait le faire vivre en direct à tout un pays. Mais il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que les Américains, de leur côté, avaient tout prévu. Non seulement pour nous empêcher à tout prix de remplir notre mission d'information, mais surtout pour faire de nous les instruments dociles de la plus fantastique machine à désinformer jamais concoctée par un pays en guerre. On en a pris conscience au moment de la bataille de Ravji, et là, tout d'un coup, la colère nous a pris. Ce jour-là, en effet, nous avions tout essayé pour parvenir à Ravji sur les lieux de la première bataille terrestre, jusqu'à ce que des policiers militaires saoudiens nous braquent à la mitrailleuse lourde comme des ennemis. Cette guerre, ce fut aussi, des deux côtés, une guerre contre les journalistes.
À Bagdad, Saddam Hussein les soumet à une censure pesante, tatillonne, contradictoire. Il ne tient guère à montrer l'ampleur du désastre dans lequel il a entraîné son peuple, même s'il est tenté parfois d'utiliser les malheurs du pays bombardé pour étayer sa propagande. À Daran, en Arabie Saoudite, au contraire, tout semble avoir été fait pour faciliter notre travail, mais tout a été manigancé pour nous piéger. Tout le nord de l'Arabie Saoudite est décrété zone interdite aux reporters. Pendant toute la guerre, il faudra se faufiler clandestinement. Création d'un pool de guerre réservé exclusivement aux grands médias américains, des journalistes aux ordres, dont les œuvres soigneusement passées à la moulinette de la censure militaire seront gracieusement offertes aux rédactions du monde entier. Des conférences de presse délibérément mises en scène, avec intervenants triés sur le volet pour leur séduction ou leur bonne bouille. L'objectif est double, utiliser les médias internationaux pour tromper Saddam Hussein sur les véritables intentions de l'état-major allié. Et surtout, neutraliser les opinions publiques, leur donner l'illusion d'un grand jeu stratégique, dont les projectiles intelligents ne font mouche que sur des cibles militaires, tout en évitant soigneusement de faire couler le sang. Pendant ce temps, sur le terrain, à l'écart des regards indiscrets, la mort fait son œuvre. 250 tués environ du côté des Alliés, plus de 200 000 sans doute du côté irakien. Civils écrasés ou brûlés vifs dans les bombardements des villes, mais surtout troufions des premières lignes, massacrés sur les routes de la débandade ou dans les sables du désert. On se souvient de cette armée médiatique, on vient d'en reparler, suréquipée, partie en fanfare pour l'Arabie Saoudite il y a 10 ans, en étant persuadée qu'elle allait filmer l'histoire en direct. Les généraux américains en rient encore, en particulier Schwarzkopf, qui s'imposa pendant quelques semaines comme rédacteur en chef de centaines de rédactions dans le monde, et qui ensuite d'ailleurs félicita les journalistes et les remercia de l'avoir si bien aidé à désinformer l'ennemi, ce qui n'est pas vraiment le rôle des journalistes. Mais il rit moins en se souvenant de la couverture télé de la guerre du Vietnam. Et il nous en parlait beaucoup à l'époque justement, et il nous disait « vous nous aurez pas deux fois ». Au Vietnam, ils avaient laissé faire en pensant que cette couverture allait glorifier l'héroïsme des soldats du monde libre en face des diables rouges. Or, c'est l'horreur et l'absurdité de leur sale guerre qui a éclaté au grand jour au point de dégoûter l'opinion publique américaine et mondiale et de contribuer à leur défaite. Et en même temps, quel matériau exceptionnel pour les historiens. Ce qui peut entraîner une première réflexion de bon sens finalement, c'est lorsque les reporters de télé parviennent à faire modestement, fraternellement leur petit boulot de témoins du réel, au jour le jour, qu'ils sont en prise directe avec l'histoire, la grande. Comme par exemple Capa, bondissant aux côtés des combattants républicains espagnols et qui nous a laissé cette fameuse photo qui pour toujours sera emblématique de la guerre d'Espagne. On ne pourra plus jamais raconter la guerre du Congo belge sans montrer cette image terrible de Patrice Lumumba enchaîné, à qui un soldat hilar plonge dans la bouche une éponge imbibée de vinaigre. Ou la fin de la guerre d'Algérie, sans cette séquence de 5 colonnes à la une, au cours de laquelle Roger Louis, je ne sais pas si vous avez vu ça, apprend à un officier harki, incrédule et soudain pris de panique, la signature des accords d'Évian. Et là, les choses se retournent et c'est l'interviewé qui se met à interroger l'intervieweur. Mais pendant 7 ans, la télévision française n'avait pratiquement rien montré d'autre de cette guerre que des images de propagande. Et je crois que vous en avez parlé ce matin ou hier. Hier plutôt. Plus près de nous, pendant la guerre du Kosovo, on a pu encore le constater, lorsque les enjeux politiques sont lourds, les journalistes, quel que soit leur courage ou leurs compétences, sont priés d'oublier à la fois leur mission de témoin du présent, au service des citoyens et d'auxiliaires des historiens futurs. On attend d'eux tout autre chose, on attend d'eux, pour résumer, je schématise là, on affinera après, on attend d'eux qu'ils justifient peut-être par leurs images criantes de vérité, parfois bouleversantes, comme ces images de réfugiés qui sortaient du Kosovo,
le bien fondé des choix politiques et militaires. C'est pourquoi parfois au journal de 20h, on a un peu l'impression qu'on nous raconte des histoires, comme on dit, plutôt que l'histoire en train de se faire. Vous venez d'entendre Marcel Tria, journaliste, disons, qui a pris une position pendant la guerre du Golfe de 1990 à la télévision française, une position pour dénoncer justement la manipulation de l'information, et il a été le seul à le faire. Et ça lui a coûté d'ailleurs cher, parce qu'on ne lui a pas tellement pardonné à la télévision d'être intervenu comme ça en direct dans le journal de 20h, parce qu'il mettait aussi un peu en cause l'armée française, qui était aussi engagée dans ce combat-là. Non, bon, il avait été interdit de télévision de 68 à 81, et là, il n'est plus interdit de télévision, mais il est muté. Et il disait, à la limite, j'ai préféré être sanctionné par la droite que sanctionné par les socialistes, parce que la droite m'avait envoyé en Italie, à Rome, c'était assez sympa, les socialistes m'ont envoyé à Moscou, c'était moins drôle. Et alors, bon, après la télévision, donc, il fait des documentaires. Et ça, je voudrais que tu nous en parles, Tanguy Perron. Alors, il prolonge ses mandats, un peu sa carrière au sein de la télévision, pour finir ses mandats que la CGT lui avait confiés. Et puis, à la fin, il peut enfin réaliser des documentaires produits au départ par la télévision et le producteur Bigot, mais qui travaille actuellement à cette époque-là au sein de la télévision, avant d'être indépendant. Il va faire un très beau documentaire en 2002 qui s'appelle 300 jours de colère, en fait, sur une usine qui ferme, qui est dans le nord de la France, à Hélène, et qui est pillée par des investisseurs. C'est banal aujourd'hui, hein, mais il en fait comme d'habitude une aventure collective, une aventure individuelle. Donc il mêle ça très bien. C'est un film très très émouvant. Et Marcel, moi je l'avais montré ce film-là en 2002. On s'interrogeait déjà comment ça se fait que la gauche a perdu la classe ouvrière. Déjà, c'était des vieilles questions. Hein. Et Marcel, il avait montré en avant-première à Saint-Denis entre les deux tours. Et je me rappelle de l'émotion qu'il y avait dans la salle, et lui de son plaisir à voir des spectateurs discuter en vrai, et pas seulement être l'homme de la télévision. On voit pas les spectateurs à qui on s'adresse. Et donc il a continué. Il a fait 300 jours après 300 jours de colère, il a fait aussi, entre autres, peut-être dans le désordre, Femmes précaires, qui bien avant la révolte des Gilets jaunes parle du précariat et la situation pénible pour les femmes. C'est tourné dans le Sud-Ouest. Là en aussi, 2005. En 2005. Et là, il y a de très très beaux portraits. Donc voilà, il va vraiment complètement s'investir dans son métier de documentariste, où il passe justement de journaliste à documentariste en gardant le meilleur de son métier de journaliste, c'est-à-dire l'écoute, l'enquête préalable, au prix parfois d'un certain didactisme, mais il va être compris, être clair, et c'est plutôt tout à son honneur en fait. Et puis j'ai aussi le titre Les Prolos en 2003. Les Prolos, qui est un film, une sorte de fresque où il se balade dans toute la France. Il essaye de faire un portrait d'un prolétariat qu'on dit disparu. Et du coup, il s'intéresse autant à des ouvriers épanouis dans leur travail, des ouvriers qualifiés où ça fonctionne assez bien, à la sous-traitance à Saint-Nazaire pendant la construction du paquebot, d'un énorme paquebot où la passerelle avait chuté, où il y avait 15 morts. Dans un autre film d'Arnaud Soulier et Sabrina Malek, qui traitait aussi la construction de ce paquebot, il y a un délégué syndical qui disait, en fait, c'est une photographie des contrats de travail. Et les femmes qui ont chuté, qui faisaient les ménages, comme à Ouistreham, ils étaient tous en contrat de quelques heures. Donc Marcel Tria, avec Les Prolos, a fait un portrait très intéressant, parce qu'il se nourrissait aussi beaucoup d'écrits. Il enquêtait beaucoup et il lisait beaucoup de sociologues et tout ça. Et il écrivait très bien. Il écrivait très bien. Bon, c'était un peu comme Chris Marker, quoi. Oui. Mais il écrivait beaucoup. Mais peut-être en moins... Si, c'est une bonne plume. Il aimait beaucoup Jacques Prévert, Marcel Tria, mais en plus articulé. Chris Marker adorait le murmurer et l'aparté. Et c'était plus peut-être littéraire chez Chris Marker. C'est très littéraire chez Chris Marker. Bon, alors Tanguy Perron. Bon, je suis trop bavard. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Oui. Tu as encore beaucoup de choses à nous dire, certainement, sur Marcel Tria et puis sur les films dont tu t'occupes. Toujours, toi, des films documentaires, ça t'intéresse beaucoup. Et je pense qu'on pourra aller t'écouter quand tu présentes un film, tu nous le signaleras. Et je sais aussi que tu présentes une thèse, que tu vas bientôt présenter une thèse qui aura quel titre ? J'ai quasiment oublié, Un cinéma par et pour le peuple. Ah ben voilà, très beau titre. Bon, tu nous signaleras, parce que tu viendras nous en parler après. Je vous ai pas lu sous-titres, croyez-vous. Et simplement, ce que je voulais faire pour terminer, c'est signaler quand même que
le 12 février, c'est-à-dire samedi, là, à 20h, au cinéma La Clé, qui est occupé, eh bien, notre ami Pedro Fidalgo présentera son film N'effacez pas nos traces, le portrait de Dominique Grange, et là, ce sera aussi une projection en public. Et j'ajoute que les biographies sont disponibles sur Internet en accès libre. La biographie de Marcel Tria, comme toutes les biographies du Métron. Et ça, c'est utile pour les auditeurs et les auditrices. C'est une œuvre collective. Merci Tanguy, et à bientôt. Merci aussi à Pedro. Merci à vous deux. On laisse la place à l'émission qui suit.